Bonjour et bienvenue aux rencontres de la librairie en partenariat avec Radio Le Dev. Vous êtes jardinier, passionné et formateur en agroécologie au sein de l'association Terre et Humanisme. Vous travaillez dans les jardins du Mas-Beaulieu, dans le sud de l'Ardèche, et vous accompagnez différents collectifs, mais aussi des particuliers, dans leur apprentissage agroécologique. Frédéric Fortin, bonjour. Bonjour à tous. C'est un plaisir d'arriver dans cette jolie région, cette jolie ville de Le Dev que je ne connaissais pas du tout. Et voilà, un vrai plaisir de partager cette soirée avec vous. Vous êtes expert en hydrologie régénérative, expert en agroécologie. Vous cherchez à modifier favorablement le cycle de l'eau pour alimenter les différents milieux. Vous avez publié différentes tribunes dans le journal Le Monde pour alerter sur l'usage de l'eau. Olivier Hébrard, bonjour. Bonjour, ravi d'être là. Alors, est paru aux éditions Actes Sud dans la collection Je passe à l'acte, le livre « Adapter son jardin nourricier au changement climatique » auquel vous avez tous deux contribué. Depuis la 20e conférence des parties, dite COP21, qui s'est déroulée à Paris en 2015, nous savons qu'il faut limiter le réchauffement de la planète à 1,5 degré de moyenne. Le GIEC dit « c'est déjà foutu ». Et pas vraiment plus de 2 degrés en 2100. Le 6e rapport du GIEC dit que les scénarios socio-économiques montrent que le niveau de réchauffement global de 1,5 par rapport à l'ère pré-industrielle serait atteint dès le début des années 2030. Et quels que soient les efforts de réduction immédiate des émissions mondiales de CO2, ce qui ne veut pas sous-entendre qu'il ne faut plus faire d'efforts. Mais comme il s'agit de moyenne, cela ne nous parle pas vraiment. Et Sébastien Mabille, dans son ouvrage « Justice climatique » que nous avons reçu il y a quelque temps, précise qu'il nous restera environ 200 gigatonnes équivalent de CO2 à rejeter avant 2030 et nous en consommons environ 50 gigatonnes par an. Bref, cela risque d'être chaud. Et au vu de la conscience politique écologique actuelle, vous préconisez d'anticiper et de modifier nos pratiques pour nous adapter au changement climatique. En introduction de votre ouvrage, vous rappelez les informations du GIEC, qui, je rappelle, est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Pourquoi, pour vous, est-ce si important de rappeler ces données en début d'ouvrage ? Eh bien, parce que on est on a commencé le livre. Enfin, c'est moi qui ai trouvé l'introduction du livre, et j'ai commencé le livre en écrivant. J'aurais aimé écrire le titre du livre au futur. Comment on s'adaptera au changement climatique dans nos potagers dans le futur, justement en 2030, quand les températures vont vraiment augmenter. Et en fait, non, on l'écrit au présent, ce livre, quoi. Donc on est parti d'un constat en fait de chiffres qui venaient du GIEC, de Météo France aussi, qui montre vraiment une augmentation des températures depuis ces 15 dernières années, mais vraiment un gros décrochage depuis ces 5 dernières années. On a eu très chaud. Et justement, le livre, on l'a écrit par rapport à l'année 2022. En 2022, je ne sais pas si vous vous rappelez, un peu une année cataclysmique. En 2022, nous en Ardèche, donc on est situé en Ardèche du Sud. En 2022, on a eu 35 jours au-dessus de 35 degrés, ce qui est très compliqué pour le jardin, mais encore plus compliqué pour le jardinier. En fait, on s'est rendu compte que nous, nos techniques, on n'a pas vraiment changé nos techniques de jardinage, nos techniques agroécologiques qui sont issues, voilà, de techniques que Pierre Rabhi nous avait données à l'origine et qu'on a fait évoluer. Et ces techniques, en fait, on les met en place depuis 25 ans dans nos jardins, avec des techniques voilà qui sont référées dans le livre, mais voilà des techniques où on va vraiment travailler sur les ambiances, avec les arbres, avec les haies, avec des ombrières, avec différents types de paillage. Enfin, tout ça, c'est vraiment voilà au fur et à mesure. Et c'est vrai que toutes ces techniques, voilà, on les a mis en place. Et en 2022, on s'est rendu compte que nos jardins, en fait, ils allaient bien. Ils allaient bien. Autour de nous, c'était l'enfer, vraiment le manque d'eau, des végétaux qui brûlaient sur place. Et on nous a demandé, mais qu'est-ce que vous avez fait un peu dans vos jardins ? Nous, on n'a rien fait, et on nous a demandé, voilà, de faire un retour d'expérience, de jardinier pour des jardiniers sur toutes nos techniques qu'on a pu mettre en place durant toutes ces années. Et ces techniques agroécologiques qu'on a mis en place, ce sont des techniques résilientes vraiment pour s'adapter au changement climatique. On va développer ça de manière, j'espère, progressive au fur et à mesure de l'entretien, mais au tout début, vous préconisez, vous suggérez
d'observer votre jardin. Mais observer quoi? Que peut-on faire une fois que l'on a vu que notre jardin ou notre terrain est plutôt fait d'argile, plein sud et sans eau? Bref, comment on fait ça? Olivier Hébrard, vous parlez aussi de sol abîmé par l'agrochimie, le surpâturage, Alors, comment on reconstitue un sol riche? Alors, les questions sont et pour l'un et pour l'autre. Comme ça, en fonction du réflexe de l'un et de l'autre, vous pouvez répondre au mieux. Alors tout dépend du type de sol. Régénérer un sol. Alors pour comprendre, un sol, c'est formé par la texture et la structure. La texture, c'est un peu le squelette. Donc argile, limon, sable. On le change pas. Un sol est vraiment caractérisé. Ça, c'est son faciès, son identité. Et la structure, c'est en gros un peu la chair, on va dire toute la partie charnée qui va entourer ce squelette. Et ça, normalement, dans la nature, elle a mis des millions d'années pour faire les sols des paysages qui n'ont pas été touchés par les humains. Et ces millions d'années vont consister à étoffer cette structure, faire que les sols se transforment en une sorte d'éponge, donc ils vont être très structurés, qu'on appelle. Et si on les dégrade, ces sols, cette structure, elle s'en va. Donc, et on arrive sur le squelette, c'est-à-dire sur la texture. Et du coup, comment faire alors pour retrouver sur des sols structurés? Il faut rapporter de la vie, les nourrir. Et dans certaines règles de base, c'est déjà jamais mettre un sol nu, exposé au soleil. Le soleil, ça a déjà deux énormes conséquences. Un, les rayons, les UV, ça va irradier le premier millimètre de surface, ça détruit tout, et ça va faire surchauffer les sols. Sur certaines parties de l'année, les sols en surchauffant, ça va casser les cycles de vie qu'il y a dans le sol, de micro-organismes, et les sols, du coup, ils fonctionnent plus, et ils se stérilisent. Donc ça, c'est le premier point, c'est jamais un sol doit être à nu, la terre, on ne doit pas voir la terre. Et au mieux, c'est d'avoir des végétaux dessus. Par exemple, là, soit on parle de mauvaises herbes, des fois, des herbes. Alors, c'est plutôt des herbes qui sont indésirables, mais elles sont pas mauvaises parce que tout apporte des choses. Et ces herbes, justement, elles protègent le sol de l'érosion. Et aussi, surtout, faut voir que chaque feuille d'herbe, chaque brin d'herbe, c'est un panneau solaire, en fait, qui via l'énergie solaire, va capter le carbone de l'atmosphère, dans certains cas de l'azote, va injecter ça au sol et ça va permettre de restructurer progressivement le sol. Voilà, entre autres. Déjà, dans les règles de base, c'est un sol jamais nu, toujours couvert de végétaux, et ensuite qu'on enrichit par des techniques. Alors, mais je vais laisser pour pas tout dire, c'est la suite à Fred. Voilà. Mais après, il y a des techniques pour accélérer ça un peu plus vite. Du coup, le maître mot qu'on utilise vraiment à l'association en agroécologie, c'est la gestion de la matière organique. Du coup, la structuration des sols, c'est des apports de matière organique diversifiée pour, comme tu le dis, structurer ces sols, améliorer ces sols. J'aime bien le terme d'aggradation des sols. Le terme d'agrader ces sols, c'est vrai qu'en agroécologie, on va partir d'un sol des fois qui vont être peu structurés. Et plus on va travailler avec des techniques agroécologiques, plus on va structurer les sols et plus on va aggrader des sols. C'est vraiment à l'inverse de la dégradation des sols qu'on peut rencontrer parfois dans l'agriculture chimique, l'agriculture intensive, où on dégrade les sols, où il n'y a plus que l'os, c'est ça la texture du sol. Nous, en ramenant ces diverses matières organiques dans nos sols, on va vraiment améliorer nos sols. Et on a vraiment un exemple frappant dans nos sols. C'est vrai qu'il y a une trentaine d'années, quand on a commencé dans nos jardins, on avait vraiment des sols très compacts, très souvent à nu, avec vraiment très peu de vie, très peu de micro et de macro-organismes. Et c'est vrai que 30 ans après, dans les premiers jardins, la différence, elle est incroyable. Donc tout ça s'est fait grâce à l'aggradation des sols. On a gagné à peu près, en amenant de la matière organique diversifiée en masse quand même, on peut gagner des fois jusqu'à 1 cm de sol par an. Et c'est vrai que dans nos sols, on est monté vraiment des sols bien noirs, bien structurés sur une 25-30 cm. Donc ça, l'apport de matière organique, il se fait de différentes façons. Dès que vous ramenez une brindille d'herbe sur votre sol, c'est un apport de matière organique. Donc ça peut être sous forme de paillage, sous forme de compost, sous forme de mulch, sous forme aussi on utilise beaucoup dans nos jardins, c'est les couverts végétaux, les engrais verts, où ça permet vraiment de bien dynamiser les sols, de ramener beaucoup de matière organique. Et tout ça, c'est facilement transposable dans vos jardins, dans vos potagers.
En plus de toutes les techniques, on va venir en parler. Alors, pour encore faire une vision un peu globale de l'évolution et du changement climatique qu'il y a actuellement, comment avez-vous constaté le changement climatique dans la saisonnalité des cultures? Et quel ajustement recommandez-vous dans le choix des espèces et surtout le calendrier des plantations, puisque vous dites en introduction de l'ouvrage que vous avez constaté ces avancées parfois sur certaines cultures ou un décalage à d'autres périodes. Alors déjà, quel est ce décalage et puis quels exemples vous pouvez nous donner pour comprendre un petit peu ces modifications et ce changement? Eh bien, un exemple frappant, qui pour moi est un peu le symbole du changement climatique, c'est la pomme de terre. La pomme de terre, à l'époque, on l'a plantée en général, je pense qu'il y en a qui connaissent le dicton, à la floraison du lilas. Donc qui arrive souvent à la mi-avril. Maintenant, si nous, en Ardèche du Sud, on plante nos patates à la floraison du lilas, on ne va pas avoir une grosse production. C'est-à-dire qu'on a vraiment... la pomme de terre, elle a vraiment besoin d'une température fraîche, d'une moyenne de 25 degrés pour bien croître, pour bien produire ses tubercules. Au-dessus de 25 degrés, ça va commencer à être compliqué. Et souvent, on voit quand une patate a chaud, qu'on a mis trop tard, elle va monter vraiment au niveau de sa structure, au niveau feuillage, et en fait, elle va pas être dense, quoi. Et ça, c'est les vraiment... périodes, c'est quoi? Parce que la floraison du lilas, pour moi, c'est la mi-avril chez nous, donc c'est peut-être un peu plus tôt chez vous dans le DEV. Mais nous, c'est vrai que si on veut réussir nos pommes de terre, c'est soit en tunnel serre dès le mois de février, donc souvent avec des voiles de forçage, des voiles d'hivernage, ou en pleine terre, pareil avec des voiles d'hivernage dès début mars. Et c'est vrai que nos productions sont bien meilleures, et ça c'est vrai aussi pour plein de légumes, dont un autre type de légumes comme l'épinard. Mettre un épinard au mois de mai en Ardèche, ça va absolument rien donner. S'il y a des légumes comme ça qu'on appelle des légumes fraîcheurs, des légumes qu'il faut vraiment, où on a changé vraiment la temporalité, le calendrier de culture. Et c'est vrai qu'on s'est adapté, hein, comme dit le livre, on s'est vraiment adapté. Et maintenant, c'est vrai qu'il y a beaucoup de légumes qu'on fait plus en sortie d'hiver, au printemps, et qu'on arrête complètement. Et un légume aussi, comme le navet, le radis, c'est pareil. Dès avril, on arrête. Et c'est comme ça qu'on s'adapte, et maintenant, on fait vraiment des légumes qui ont changé de temporalité, mais ça marche quand même. Alors, vous parliez tout à l'heure d'aménagement, de production. Alors, vous ne parlez pas de PIB dans votre livre, mais de PBI, c'est-à-dire de plantes bio-indicatrices. Alors, de quoi s'agit-il? Puisque là, vous donniez la référence du lilas, mais je pense que c'est pas que celle-ci. Alors c'est intéressant les plantes bio-indicatrices, parce que les plantes bio-indicatrices, si les plantes sont sur le sol, c'est pas un hasard. On pense que les plantes ils arrivent comme ça par hasard, mais non. Ils sont là pour améliorer les sols, rééquilibrer les sols. Donc si vous avez un sol tassé par exemple, un sol qui a eu beaucoup de tassement, du coup il y a des plantes qui vont venir souvent avec des grosses racines pivots pour décompacter et ramener à l'équilibre le sol, quoi. Donc c'est ce qu'on appelle les plantes bio-indicatrices. Et souvent quand vous arrivez dans un sol, un nouveau sol, vous achetez un domaine, vous achetez un jardin. Là, vous arrivez au printemps, vous voyez une majorité de plantes bio-indicatrices. Et ça veut dire plein de choses. En fait, ça va vraiment raconter comment est votre sol, qu'est-ce qu'il faudrait améliorer dans votre sol, des fois la structure du sol. Et pour ça, c'est vrai qu'il y a 3 ouvrages sur les plantes bio-indicatrices. Et il y a aussi un encart sur les plantes bio-indicatrices qui vont vraiment nous dire où en est le sol, quoi. Et du coup, ça va nous permettre aussi, avec des outils pour savoir un peu la structure du sol, le pourcentage de limon, d'argile, de sable qu'on a dans son sol. Ça va être aussi vraiment des exemples pour nous dire comment est son sol, quoi. Donc, dans vos potagers, vraiment, examinez vos plantes, ça veut dire quelque chose. Alors, il semble acquis qu'il soit nécessaire d'adapter nos pratiques au changement climatique. En quoi les approches agroécologiques, alors là, je m'adresse à Olivier Hébrard, ou la permaculture et la gestion intégrée de l'eau sont-elles des réponses? C'est que c'est une réponse globale, en fait. Jusqu'à il y a peu, on a abordé souvent les réponses ou le jardinage, plein de choses de manière très cloisonnée. En fait, on a tout, même la science de base est souvent très cloisonnée. Par exemple, pour citer, j'aime bien citer cet exemple puisque j'ai côtoyé les 3 communautés scientifiques à la fois. Par exemple, la plus efficace pour un agronome, c'est celle qui va être utile à la plante.
Pour un hydrologue qui s'occupe de l'eau de surface, c'est celle qui va aller dans une rivière, et pour un hydrogéologue qui s'occupe de l'eau souterraine, c'est l'eau qui va s'infiltrer. En fait, tout est très cloisonné dans pas mal de milieux, et au final, la pensée est quand même relativement cloisonnée. Il y a beaucoup de choses où on s'est dit, ben voilà, là, pendant longtemps, on a conçu les plantes, on va nourrir les plantes avec des produits qui vont directement nourrir les plantes. Sauf que ça se passe pas comme ça. En fait, l'approche doit être globale, c'est on va nourrir le sol et l'ensemble du système, on va le réfléchir, et c'est que la plante d'un milieu sain va bien se comporter, va être productive. En fait, l'agroécologie et la permaculture, c'est exactement ça. C'est comment faire mettre les plantes dans un contexte de bien-être, donc à la fois du sol, à la fois du microclimat, à la fois de la position dans l'espace, etc., pour qu'elles se sentent bien. Et l'agroécologie, donc toutes les pratiques, c'est la réflexion sur ça, à la fois sur la vie du sol, à la fois sur la position par rapport à d'autres plantes, à la fois la position dans le paysage. Voilà, donc de nombreuses réflexions par rapport à la matière organique, par rapport à tout ça. C'est une réponse, c'est vraiment une approche qui est profondément globale, holistique, pour utiliser un terme un peu pompeux. Et en quoi ces pratiques viennent bousculer les usages actuels, hérités souvent de pratiques de l'industrie agroalimentaire, des pratiques parfois déclinées même dans nos jardins. Comment on vient modifier ces habitudes ? En fait, il faut se référer Parce qu'il y a encore des vieux réflexes qui viennent en disant bon, on va arroser à fond là. Oui, on se dit tiens, c'est la plante qui a soif, tiens, on va lui donner à la plante et on va donner des produits à la plante parce que on va nourrir la plante. Alors déjà non, ça on nourrit pas la plante, c'est vraiment il faut penser sol et pas plante. Et pour quitter c'est le réflexe, il faut s'imaginer la nature, elle a pas besoin de nous, elle est ultra productive en fait, et on a voulu nous faire croire que il fallait que les humains fallait de la main des humains pour rendre la nature plus productive. Alors on peut accompagner la productivité de la nature, c'est tout. C'est ça le rôle du jardinier, c'est l'accompagner, le guider, etc. Mais on est juste il faut rester très très humble. Et en tout cas, et il faut avoir en tête que il y a beaucoup de personnes qui ont intérêt à se glisser justement de ce qui est des poudres de perlimpinpin diverses ou autres, de vendre des phytos, des produits phytos, des pesticides, autres engrais et autres solutions miracles. En fait, la nature, elle apporte tout par elle-même. Donc les réponses tout le temps, comme moi, souvent quand je suis dans une impasse technique, des fois ça m'arrive sur des projets comme ça, je me dis mais qu'est-ce qui se passe dans la nature ? Par exemple, dans telles conditions, comment la nature elle-même gère de base sous ce contexte, sous ce type de sol. Et la réponse, elle est évidente. Des fois, et c'est un peu comme des fois avec les enfants, quand on est un peu dans l'impasse. Ah, mais dans les animaux, comment ils gèrent les animaux par rapport à l'allaitement, par rapport à un truc, et paf, on a la réponse. Et pour le jardin, je trouve que c'est un peu pareil. La nature, elle donne toujours la réponse. Alors, vous dites, Frédéric Fortin, que l'enracinement profond favorise une meilleure résistance aux variations extérieures. Comment permettre cet enracinement dans un jardin nourricier et de quelles espèces privilégier pour pouvoir, vous parliez de renouveler le sol, de l'enrichir d'une manière ou d'une autre. Comment ça se construit petit à petit ? Parce que je reprends mon exemple en début. Si j'ai un sol particulièrement argileux, en plein cagnard et sans eau. Eh bien, en fait, pour un enracinement profond, c'est vraiment sur quoi on va chercher la résistance de la plante. On va vraiment faire en sorte que la plante, elle aille chercher profondément l'eau dans les sols. Et la première chose à faire, c'est quand vous arrosez vos plantes, surtout sur les jeunes plantes, les jeunes arbres, les jeunes plantes, les jeunes vivaces, c'est de faire en sorte de faire des arrosages assez copieux, mais espacés. De pas faire des petits arrosages tous les jours. Parce que là, forcément, la plante, elle va devenir fainéante, elle va devenir paresseuse. Ses racines vont rester en surface, vu qu'elle a de l'eau directement en surface. Donc la première chose à faire, vraiment... Et je sais que des fois, ça peut être difficile de se dire, il y a une grosse journée de chaleur, la plante, elle a souffert. Non, il faut vraiment essayer de faire un gros arrosage copieux. Peut-être après faire un autre arrosage, des fois, quelques jours après, voire une semaine après, pour faire en sorte que la plante, elle aille chercher profondément. Et pour l'aider la plante, pour éviter que cette eau s'évapore tout de suite, il y a une technique qu'on va mettre vraiment en avant dans le livre, c'est le paillage. Le paillage systématique. Qu'on va mettre pendant la saison estivale. Ça, c'est important aussi de comprendre que le paillage est très 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 efficace pendant la saison estivale, quand le soleil est ardent, quand le soleil est au zénith.
Mais il y a certaines, il y a vraiment des gourous, je dirais, de la permaculture où il faut toujours avoir le sol paillé toute l'année. Et ça peut être préjudiciable, ça peut être contre-productif, surtout quand le printemps commence à donner ses premiers rayons de soleil. Pour réchauffer le sol, c'est bien aussi d'enlever le paillage. Mais en tout cas, pour que la plante soit résistante et qu'elle aille bien en profondeur, voilà, des arrosages copieux mais espacés, et surtout bien protéger son sol pendant la saison estivale, ça c'est primordial. Avec un exemple, tomate, salade ou arbuste, comment... Pour les exemples, ils sont surtout les végétaux, quoi. Que ce soit les arbres, que ce soit les vivaces, jeunes, et surtout les légumes, forcément. Alors vous parliez tout à l'heure de compost, de paillage, à l'instant, de mulch. Alors, comment on récupère, comment on gère ces différents entrants? Alors déjà, en permaculture, on va essayer en agroécologie, en agriculture biologique, je sais pas comment on pourrait appeler ça, c'est une grande famille, comme dit Olivier, on va pas se cloisonner. L'idée, c'est déjà de faire en local. Qu'est-ce que j'ai autour de chez moi? Est-ce que j'ai un paysan qui a des vaches? Est-ce que j'ai un centre équestre? Est-ce que j'ai chez moi de la biomasse? Quelle biomasse je peux utiliser avant d'aller chercher en externe de la biomasse si j'ai un grand jardin, quoi. Donc déjà regarder, observer autour de chez soi, récupérer les feuilles mortes, récupérer peut-être pas la tonte de pelouse, l'herbe coupée après la faux. Après la faux. Après la faux, parce que Olivier est très faux. Ouais, mais c'est bas le. Moi je suis plus tondeuse, mais voilà. C'est un peu. Le sol est bas, mais ça c'est un peu détail, notre. Donc voilà, qu'est-ce que je vais faire avec toutes ces matières organiques? Déjà, je vais essayer vraiment de les stocker. Et avec, d'un côté, je vais pouvoir faire du compost, donc faire un produit qui va être de la matière organique qui va être stabilisée pour son sol, mais pas que. Cette matière organique, je vais pouvoir la mettre aussi en paillage directement sur le sol. C'est vrai qu'il y a une matière organique, plus elle est fraîche, plus on a des légumes annuels gourmands, plus ça va vraiment nourrir le sol, quoi, les micros, les macro-organismes. Le compost, lui, il va plutôt nourrir dans la durée le sol. Il va vraiment avoir cette idée de structuration des sols aussi, d'améliorer ces agrégats, la porosité des sols. Mais c'est vrai que c'est bien, ce que je disais au début, c'est de diversifier ses apports de matière organique, voilà, sous différentes formes de paillage, de mulchage, de compostage de surface, de compost, mais aussi, comme je disais, de couverts végétaux, d'engrais verts. Alors, le rapport du Haut-Commissaire au Plan, rendu ce mercredi 25 juin, annonce que plus de 90% du territoire en France serait en grave tension hydrique d'ici 2050, soit bien plus que l'été 2020. Vous en parliez tout à l'heure. Pourtant, difficile d'imaginer un jardin sans l'apport indispensable de l'eau. Comment travailler cette ressource face aux alternances de fortes pluies et de sécheresse, s'il y a de la pluie, en tenant compte des spécificités climatiques donc actuelles et puis parfois de notre région aussi. Olivier. Alors, en fait, sur le climat, il faut tenir compte de deux choses. En fait, il y a deux principales choses. Il y a la pluie. Si on regarde la pluvio, globalement, sur les longues séries, elle bouge pas tant que ça au final. Alors, le climat méditerranéen est caractérisé par une variabilité spatiale et temporelle. C'est-à-dire, ça a toujours existé des années à 400, 500 et des années à quasiment 2000. Donc, dans cette variabilité-là, on a une stabilité à peu près sur tous les territoires autour de la Méditerranée. En revanche, ce qui est en train d'exploser complètement et qui s'accélère, c'est l'évapotranspiration, c'est-à-dire l'évaporation du sol et la transpiration des végétaux. En particulier, ce qu'on appelle l'évapotranspiration potentielle ou demande climatique, c'est-à-dire la contrainte que va imposer le climat au sol. C'est-à-dire, si vous mettez une surface d'eau libre, toute l'eau qui va partir par évaporation. Et en fait, le principal challenge, il va être là. Il va être que, alors, la quantité d'eau va pas beaucoup varier, mais elle va être mal répartie sur l'année. Donc, il va falloir la retenir. Donc, concevoir des milieux à même de retenir cette eau, qu'elle puisse s'infiltrer au mieux, on y reviendra plus tard, bien retenue dans le paysage, et d'éviter qu'elle s'échappe. Et dans le potager, ça va être beaucoup ça. Réfléchir l'aménagement du potager ou de l'espace vivrier ou des cultures, de telle manière que dans la culture elle-même, on va limiter les pertes d'eau par évapotranspiration, notamment. Mais en revanche, autour, on peut quand même favoriser la transpiration et respirer ce qu'il y a autour. Je m'explique. Si, par exemple, vous mettez, un plant de tomates ou un mètre carré de potager au milieu d'une piste d'aéroport,
vous aurez beau mettre le sol, tout ce que vous voulez au niveau de la vie du sol, de l'eau, etc. Il va griller parce qu'il va se faire torréfier par l'air ultra sec et chaud de toute la piste qui est autour. Donc c'est ça. Donc il faut gérer à la fois le potager, mais il faut penser aussi la réflexion sur ce qu'il y a autour. Et c'est l'eau qui va être retenue dans le sol et dans les végétaux. Quand il fait chaud, cette eau qui va passer de l'état liquide à l'état vapeur va absorber des calories dans le sol et dans l'atmosphère. Et c'est ces calories absorbées qui vont faire baisser la température de l'air et du milieu. Et donc dans le potager ou dans les cultures, la vigne par exemple ici concerne beaucoup de vignerons dans le coin. C'est aujourd'hui il faut réfléchir comment positionner les parcelles, des fois certaines haies, pour que ça ait un impact, pour faire baisser l'évapotranspiration des parcelles. Donc c'est là le challenge plus que alors il y aura celui de retenir l'eau, mais il y a aussi d'éviter qu'elle parte. Avec des méga bassines, pardon. Ah voilà. Et donc après ça va induire des aménagements qu'on va voir dans le potager. Alors vous évoquez aussi la nécessité de l'interaction avec des éléments vivants composant le jardin pour faire alliance et non lutter contre. De quoi s'agit-il et comment ça se construit, Frédéric Fortin? Eh bien, on va vraiment essayer de maximiser un maximum la biodiversité. C'est bien gentil de structurer ces sols, d'avoir des sols très structurés qui vont ramener avec beaucoup de matière organique, très riche. Mais si autour, c'est un désert d'auxiliaires, un désert où on va ramener forcément un déséquilibre au niveau du jardin et beaucoup de maladies, beaucoup de problèmes de santé des plantes. Donc vraiment un de nos piliers vraiment agroécologiques, en plus du sol, c'est vraiment la maximiser la biodiversité pour attirer un maximum les insectes, les oiseaux, les libellules, les grenouilles, enfin voilà tous ces auxiliaires qui vont vraiment nous aider énormément dans les jardins. Pour ça, comment on fait? Eh bien, très simple, commencer par un point d'eau au milieu de son jardin. Un point d'eau, ça va attirer les amphibiens, ça va commencer à rééquilibrer le jardin. Première chose à faire aussi quand vous arrivez, c'est planter des arbres, planter des fleurs, des aromatiques, des vivaces, vraiment faites des zones vraiment pour attirer un maximum la biodiversité. Et c'est vrai que après toute cette biodiversité, forcément, ça va créer aussi ce qu'on va appeler des ambiances, des microclimats, des ambiances, des points d'ombre qui vont faire baisser aussi la température et qui vont faire en sorte que nos légumes ils vont être dans un environnement beaucoup plus propice, beaucoup plus agréable pour pousser. Et c'est vrai que c'est sur ce pilier qu'on travaille d'année en année. On plante des arbres tous les ans, on plante des fleurs tous les ans, on plante des plantes tous les ans. Et c'est vrai que d'année en année, malgré le changement climatique, on améliore nos productions, on améliore vraiment l'équilibre du jardin. Alors concrètement, vous parlez de plantation de plantes aromatiques, de plantes médicinales. En quoi elles sont idéales pour les zones altérées du jardin? Qu'est-ce qu'elles apportent, celles-ci par exemple? Et pour rebondir sur ce que disait Olivier Hébrard aussi, quand on veut planter des tomates, comment on aménage autour ou à quel endroit faut le mettre pour que la biodiversité se construise correctement? Eh bien, en fait, on va toujours essayer d'associer un maximum les plantations du potager avec d'autres essences, que ce soit des aromatiques, des fleurs qui vont avec leur couleur assez verte, assez fort, attirer vraiment les papillons, les insectes, les abeilles. Ça va aider à la pollinisation. Les plantes vont vraiment être des partenaires pour une démarche, comme tu dis, holistique, globale en fait dans le microclimat. Et ça va surtout aider à attirer vraiment le vivant, quoi, à améliorer le vivant, améliorer l'équilibre du jardin. Et aussi, ce qu'on travaille aussi beaucoup dans nos jardins, c'est aussi de planter en fonction de la vitesse du soleil, pas la vitesse du soleil, mais la trajectoire du soleil qui s'élève à l'est, qui se couche à l'ouest. On a souvent un soleil l'après-midi beaucoup plus fort que le matin. Essayer de faire en sorte de mettre des légumes qui vont s'entraider au niveau des ambiances, avec des légumes les plus grands au milieu et les légumes les plus fragiles, peut-être les mettre sur le soleil du matin, pour que l'après-midi ils aient aussi le soleil, qu'ils n'aient pas le soleil du soir, quoi. Donc tout ça, c'est des recherches, c'est des observations, c'est de l'expérience. Et c'est vrai que à force, on arrive à trouver des solutions. Et un exemple de combinaison, là, puisque vous parlez de plantes plus fragiles, les plus hautes, etc. Comment ça peut se... Oui, il y a une combinaison qui marche très bien, c'est côté soleil du matin
un rang de betterave. La betterave, elle déteste le plein soleil, le chaud, quoi. Dès qu'elle est elle a un peu de lumière, mais dès qu'elle est un peu à l'ombre, elle va mieux s'étoffer, quoi. Donc, le plant de betterave sur le soleil du matin, gros rang de tomates. Et sur l'autre côté, on aime bien mettre aussi des salades au printemps pour aussi que les tomates tamisent un peu les rayons du soleil par rapport aux salades, quoi. Alors on pourrait imaginer... Et avec tout ça, des fleurs et des aromatiques et des petits arbres et des arbres autour. Enfin voilà, c'est vraiment toujours une combinaison de... Bon, il faut un grand terrain, vous avez bien compris que... Non, mais ça marche aussi sur des petits terrains. Bien sûr, ça marche sur des petits terrains. On pourrait imaginer que plus on rajoute de plantes, plus il faut d'eau. Est-ce que c'est une idée reçue, ça? Si on choisit bien ses plantes, non. Si on choisissait pas nécessairement, enfin, tout dépend des plantes qu'on prend. Voilà. Si on prend des plantes qui sont pas adaptées, oui. Mais, pas nécessairement, puisqu'après, les plantes vont faire, en fait, il y a un bilan, il faut réfléchir au bilan, évapotranspiration et rayonnement. C'est-à-dire, il faut trouver, c'est comme en forêt. Il faut trouver un équilibre où, si on resserre trop les arbres, ça va quand même pas mal consommer, il y aura beaucoup d'ombre, les végétaux dessous ne vont pas pousser. Mais si on espace, qu'on fait des grandes canopées, c'est-à-dire avec des grands parasols, avec par endroit de la lumière qui rentre, cette lumière permettra à la fois aux plantes de pousser, mais tout en ne consommant pas trop d'eau. Donc il faut réfléchir à un équilibre entre la densité de plantes, l'ombrage qu'elles apportent, et ça c'est propre à chaque contexte climatique, hein. Mais non, donc c'est pas nécessaire. Et pour compléter ce que disait Fred avant, c'est quand on va jouer sur tous ces aspects là de biodiversité, arbres, diversité, comme il disait, on joue à la fois sur 3 plans. Le plan agronomique, avec vraiment une efficacité sur ce plan-là, en termes de sanitaire, de ravageurs, etc. Sur le plan de la biodiversité, et sur le plan de la ressource en eau. On rend quelque chose qui est particulièrement résilient sur les 3 aspects. Alors, vous donnez l'exemple du Mas de Beaulieu, où vous exercez sur la commune de Lablachère, où Terre et Humanisme, dont vous faites partie, forment et expérimentent différentes pratiques. Quels en sont les éléments de recherche que vous préconisez pour nos usages? Par exemple, vous évoquez la culture de salade avec des techniques particulières. Pouvez-vous nous les détailler? Oui, ça fait 25 ans que moi, jardinier, et j'aime bien les appeler comme ça, mes ancêtres jardiniers, hein, qui se sont succédés sur toutes ces années au jardin. Et je les remercie parce que grâce à leur travail, grâce à leurs efforts, maintenant c'est devenu vraiment un plaisir, hein, de jardiner dans le Mas de Beaulieu, parce qu'il y a beaucoup d'ambiance, de végétaux. Donc on est vraiment plus du tout en plein soleil. On a vraiment réussi à refaire un oasis de fertilité, hein, un oasis de biodiversité. C'est vraiment un lieu d'expérimentation où on expérimente énormément de choses, justement au niveau du changement climatique. Et c'est vrai que pour avoir des salades l'été, je sais pas s'il y en a d'entre vous qui ont essayé de cultiver des salades en plein été, c'est pas facile, hein, ça monte direct, hein, la plante elle est en stress directement, elle est en stress hydrique, elle monte et la salade elle est quasiment inconsommable. Du coup, on a réfléchi, avec les jardiniers, on s'est dit mais c'est quoi les conditions, les bonnes conditions pour la culture de la salade? De la fraîcheur, de la lumière, mais pas de soleil excessif. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis des filets à châtaigne, vous voyez sur les filets à châtaigne là, on arrive qu'un gentil producteur nous a donné. On les a mis sous arceaux comme les tunnels nantais, et du coup, on s'est dit tiens, on va faire comme un dôme de fraîcheur, quoi. On va les mettre dessus. Il y a quand même, je pense, 40-50% de la lumière qui passe, mais les salades se retrouvent à l'ombre. Mais il manquait un facteur, un facteur de fraîcheur l'été. Du coup, on s'est dit, on va utiliser aussi les technologies modernes, hein. L'agroécologie, c'est pas forcément l'âge de pierre. Pas de Pierre Rabhi, hein, de Pierre. Pas mal. C'est pas forcément l'âge de pierre. On peut utiliser aussi les techniques modernes, hein, d'irrigation. Donc nous, c'est vrai qu'au Mas de Beaulieu, on a tout un système de micro-irrigation où on va essayer d'arroser, comme je disais au début, très échelonné dans la semaine. On va essayer de faire 2 gros arrosages à hauteur d'à peu près de 10 litres par mètre carré, ce qui est, je pense, assez suffisant pour les plantes. On le voit vraiment, quoi. Donc, ce qui fait sur une semaine à peu près 20 litres par mètre carré. Mais cette eau, on va l'économiser déjà parce qu'on va arroser, avec le système d'automatisation la nuit, en pleine nuit.
quand l'évaporation elle est quasiment nulle. Et on va essayer de faire en sorte que cette irrigation elle soit sous un épais paillage aussi pour que les paillages gardent bien l'eau tout en profondeur. Donc ça, l'eau elle va avoir le temps de bien s'infiltrer toute la nuit et de bien garder cette eau, quoi. Et ces salades, on s'est dit on va mettre ce système d'irrigation, mais ça montait quand même ça montait quand même en graines, quoi. Donc on s'est dit on va mettre un petit système de micro-aspersion, mais très 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 rapide, d'1 minute, 2 fois dans la journée, pour que ça vienne goutteler sur le filet. Et du coup, on a vraiment créé ce dôme de fraîcheur. Et depuis qu'on fait ça, c'est vrai que on a gagné vraiment. On arrive à faire des salades maintenant, des grosses salades l'été, pour avoir un peu de salade l'été. C'est vraiment dû à l'observation, l'expérience de tout le travail des jardiniers. Bon, vous avez répondu en partie aux questions que j'avais posées à Olivier Hébrard concernant la gestion de l'eau sur un terrain comme celui du Mas-Beaulieu. Comment ça se gère aussi, parce que j'imagine qu'il ne s'agit pas uniquement d'ouvrir le robinet, ou peut-être que si, et du coup ça économise pas forcément la consommation, ou c'est une gestion optimisée de l'eau, mais pas forcément de l'économie. En fait, déjà, tout le travail du sol, le but du travail du sol, souvent on pense compost, tout ça, nourrir le sol pour nourrir la plante après derrière. Mais en fait, c'est aussi qu'on va structurer le sol, on va le rendre à même de stocker de plus en plus d'eau, en fait. Donc ça, c'est la première clé. Et ensuite, il y a la strate du paillage. Le paillage, va limiter l'évaporation du sol, mais aussi le paillage, ce qu'il a d'intéressant, il nourrit le sol en plus, et puisqu'il se dégrade, mais à l'interface du paillage et du sol, quand votre sol est vivant, que vous êtes dans cet élan de pratiques agroécologiques, votre sol il transpire puisqu'il y a plein de micro-organismes. Et donc le paillage, même sans irrigation, à l'interface du paillage et du sol, vous aurez souvent une petite un peu d'humidité, puisque ça va condenser au niveau du paillage et ça va catalyser tous les processus de vie à cette interface. Et donc votre sol devient de plus en plus à même de retenir l'eau. Donc il y a tout ça, et il y a ensuite, pour éviter de l'eau qu'elle parte, donc il y a toute l'agroforesterie, les arbres et les ombrières que vous avez en nombre ATH, qui vont aujourd'hui, qui vont limiter l'évapotranspiration. C'est un peu comme ce qu'il y a sur les salades que tu disais, mais à l'échelle du potager aujourd'hui, sachant qu'il y a un bilan radiatif qui devient excessif, c'est de limiter un peu cette quantité de rayonnement solaire, à la fois sur la journée et sur l'année. C'est-à-dire pour diminuer, se remettre dans des conditions d'il y a 20 ans, 30 ans, essayer de retrouver cet équilibre, un petit peu comme dans les oasis. Par exemple, les zones les plus productives, moi que j'ai été amené à voir, c'est dans les oasis où il y a plein de strates. En fait, la lumière est répartie entre toutes ces strates, et au final, pour que arrive la bonne quantité de lumière aux tomates, au persil, tout ce qu'il y a en bas. Voilà, donc c'est une économie. Et juste pour dire, une pluviométrie par exemple moyenne comme ici de 800 mm par an sur un hectare, ça représente 8000 m3 d'eau. C'est démesuré, et c'est donc même sur un jardin de 100 mètres carrés, du coup ça fait 80 mètres cubes. Donc c'est beaucoup l'eau qui tombe. Donc cette eau, il faut tout mettre en œuvre pour la retenir au maximum. Alors vous parlez d'expérience et de formation que vous faites au Mas de Beaulieu, mais vous parlez aussi de l'initiative d'Elsa Gartner et de Sébastien Blache à la ferme du Grand Laval, que vous citez en exemple, et eux ce sont aussi des producteurs, et ils vivent correctement de leur production. Sur une production, si je dis pas de bêtises, c'est 50 hectares à peu près. Comment font-ils pour gérer ça et en vivre, ou plutôt est-ce que c'est un exemple qui peut être décliné, puisque eux s'en sortent bien? Comment titiller les grosses industries qui pourraient appliquer ce genre de choses? Comment ça fonctionnerait, ça? Alors, la ferme du Grand Laval, c'est comme une ferme pionnière, une ferme modèle en France, puisque vraiment, et ils maximisent aussi, c'est vraiment une maximisation de la biodiversité. Ils font tous les ans une rencontre sur la biodiversité, justement, pour montrer toutes les techniques qu'ils mettent en place pour attirer la biodiversité, hein. Tout type de nichoirs de haies, de végétaux, de jardins forêts. Et tous ces systèmes, sont vraiment mis en lumière pendant cette journée du Grand Laval. C'est mon co-auteur Arnaud Vance avec qui j'ai écrit le livre, est passionné de biodiversité. C'est lui qui a mis cet encart. Et c'est vrai que déjà, premièrement, je pense qu'ils ont vraiment des techniques résilientes, des techniques agroécologiques au niveau de la biodiversité, au niveau des sols aussi.
Et économiquement aussi, je pense qu'ils ont recherché aussi la polyculture. C'est-à-dire qu'ils se sont pas axés sur une seule culture, mais vraiment d'ouvrir l'éventail, le champ des possibles au niveau des cultures, que ce soit peut-être de l'élevage, au niveau peut-être du maraîchage, pourquoi pas de l'apiculture. Je crois qu'ils ont aussi ils font de l'accueil aussi à la ferme. Voilà, je pense que c'est vraiment une recherche globale, une recherche voilà de tout ce qu'on peut faire pour avoir des techniques résilientes pour pouvoir en vivre le mieux possible. Parce que eux, ils disent qu'effectivement, ils obtiennent une activité pérenne et qui est surtout viable économiquement, ce qui est aussi peut-être des perspectives intéressantes pour ceux qui veulent encore vivre de ce métier. Mais en plus, voilà, ils vivent dignement et ils font un bien énorme à la biodiversité, à la nature. Donc voilà, ils ont tout compris, quoi. Alors, pour construire un équilibre cohérent, mais à l'échelle d'un petit jardin, comme ici, enfin, si on fera plus de rencontres, si on met un potager là, mais comment ça se travaille, même dans un jardin partagé, par exemple, à l'ODEV, il en existe. Comment on arrive à faire en sorte que l'on puisse appliquer les conseils que vous donnez et résister autant que possible au changement climatique, ou en tout cas s'y adapter. L'un et l'autre. Il y a beaucoup de choses à mettre en œuvre. Du coup, les premières choses, c'est planter les arbres, évidemment, ce que disait Fred. C'est gérer le sol, c'est mettre des ombrières, c'est mettre cette liste de choses qu'on a fait. Mais il faut y aller avec beaucoup d'humilité. Après, par rapport à la matière organique, j'aurais envie de dire, voilà, c'est complètement réalisable à l'échelle d'un petit potager comme ça. Il faut vous mettre en tant que chasseur de matière organique. C'est-à-dire, moi, je vais donner une anecdote que j'aime bien dire, même si nous on a un grand terrain. Mais une fois, on était mangé au resto à 5e le désert, et ils avaient mis vous savez, il y a un énorme platane à 5e. Et ils avaient mis toutes les feuilles du platane dans des gros sacs poubelles. Et du coup, avec ma compagne, on est parti le soir après le resto, on a ramené les sacs, on en a mis un maximum dans la voiture, on s'est dit, bon, on va ramener ces feuilles à la maison. Voilà, en fait, c'est ça l'esprit. Il faut capitaliser les feuilles. Moi, chaque fois que je peux, des fois je me baladais, je ramène un peu de matière organique, de bout de bois, des trucs. Et en fait, vous aggradez. Et une clé de tout le temps vous dire aussi, en fait, alors c'est un peu universel ce que je vais vous dire, mais je veux dire, ouais, c'est bien savant ces choses, mais il y a deux choses qu'il faut optimiser, c'est le soleil. En fait, parce que le soleil, comme je vous disais au début, soit vous le laissez qu'il grille le sol, soit qu'il transforme l'énergie solaire, vous la transformez via le carbone, via l'azote, vous le transformez en biomasse. En fait, il faut optimiser ces rayons du soleil qui sont une énergie mais inépuisable et géniale. Et comme des journées aujourd'hui il fait très chaud, etc. Mais c'est de l'énergie, c'est du pétrole en fait, c'est un truc génial. Avec de l'eau, comment on optimise les deux. Et quand vous arrivez à bien coupler les deux, à retenir l'eau aussi dans les milieux, vous avez des choses qui vont être abondantes. Alors pour aménager, selon si votre jardin est plat et en pente ou autre, vous allez tout faire pour retenir l'eau. Après, donc, de mettre une mare ou plusieurs mares. L'idéal, même s'il y en a plusieurs, c'est pas mal parce que vos insectes, donc les batraciens peuvent circuler d'une mare à l'autre et entre deux mares, un crapaud qui circule, il peut manger des limaces, etc. Et s'il y a du relief, s'il y a un peu de relief, vous pouvez aménager sur les courbes de niveau. Mettons vous habitez sur les coteaux ici, pour faire que l'eau, quand elle va tomber, au lieu de prendre la plus grande pente, elle va être bloquée et elle va se répartir sur les courbes de niveau. Et elle va, du coup, en glissant, elle va s'homogénéiser. Donc, avec une philosophie, c'est retenir, répartir, infiltrer. Donc, que l'eau, elle reste le plus longtemps possible sur votre potager. Si vous avez des arbres, si vous avez des choses, des vivaces, vous pouvez faire, comme ce qui se faisait traditionnellement dans plein de pays, des demi-lunes, par exemple. C'est-à-dire, vous avez un arbre, vous avez de la pente, vous faites converger l'eau vers le pied de l'arbre. Alors, c'est un peu pas évident à expliquer là, ça en schéma. Mais vous faites, une demi-lune autour de l'arbre et quand il pleut, au lieu que l'eau parte de part et d'autre de l'arbre, si on imagine que ça, c'est le pied, vous allez la faire converger vers le pied de l'arbre. Et ça, par exemple, en Jordanie, au Maghreb, plein d'endroits où ces techniques traditionnelles ont permis et permettent encore de cultiver des oliviers sans eau, par exemple. Je travaille beaucoup dans le sud du Maroc. On arrive à faire pousser des arbres sans aucune eau, en concentrant l'eau près de fruitiers. Alors, vous avez commencé à l'évoquer aux différents échanges. Il y en aura après sur les questions. Vous insistez sur la
nécessité de travailler avec la biodiversité locale. Quels exemples d'alliances entre plantes, insectes, micro-organismes que vous avez observés au Mas de Beaulieu, mais qui pourraient être adaptés ici pour que l'on puisse enrichir au mieux, avec un exemple concret pour des novices jardiniers comme moi, pour améliorer notre environnement? Qu'est-ce qui pourrait donner comme exemple de mariage de plantes? En fait, c'est simple, c'est tout type de plantes. Dès que vous ramenez une plante dans votre jardin, forcément, comme dit Olivier, ça devient un panneau solaire et forcément, ça capte le carbone, ça capte l'azote, donc tout de suite ça donne de la vie dans le sol, on remet vraiment, on amplifie le vivant. Donc vraiment, ce qu'on rabâche depuis le début, c'est vraiment ramener des plantes, planter la biodiversité, ramener le vivant, c'est ça. On va s'inspirer de la nature. À part dans le désert et dans le pôle Nord, souvent, si vous laissez la nature faire, la nature elle va toujours vers la forêt. Voilà. Et ce qu'on appelle le climax, elle va commencer par des petites plantes annuelles, après elle va aller vers les bisannuelles, les vivaces, les petits arbustes, et elle va toujours aller vers les arbres, quoi. Donc voilà, faut toujours aller en biomimétisme avec la nature, donc planter n'importe quel végétaux. Essayons de planter maintenant, à l'heure actuelle du défi climatique, essayons de planter quand même des plantes qui ont besoin quand même, qui sont plus résistantes à la sécheresse, qui ont besoin de moins d'eau. Et là, je ferai un clin d'œil à May, qui a écrit aussi un encart dans le livre sur le jardin sec, avec vraiment des plantes qui sont adaptées et qui consomment moins d'eau. Et voilà, il en existe quand même une bonne variété. Et vous avez la chance, vous, dans le sud de la France, d'avoir la pépinière Filippi, qui travaille vraiment sur les types de plantes qui ont besoin de très peu d'eau pour pousser. Mais si je devrais citer une plante en ce moment que je trouve incroyable, c'est la sylphie. Je ne sais pas si vous connaissez cette plante. C'est une plante de biomasse, on la mange pas, qui va vraiment faire beaucoup de biomasse, qui va vite monter à plusieurs mètres de hauteur, qui va faire des centaines et des centaines de fleurs, qui va attirer par centaines les auxiliaires. Mais aussi c'est une plante de type 4 qui va faire des nervures au niveau des feuilles, et dès qu'il pleut, ça va garder l'eau au niveau des feuilles et ça va permettre d'abreuver beaucoup d'insectes, et notamment les abeilles qui des fois ont besoin d'eau. Donc la sylphie, ça a été une trouvaille incroyable. Au niveau de la biomasse, on la coupe, ça repousse. Elle est pas très exigeante en eau. Elle attire vraiment la biodiversité et elle est vraiment très très ornementale dans le jardin, quoi. Donc SYLPHIE, une plante incroyable. Je rebondis, je complète, juste parce que je vois le sureau derrière. Le sureau, alors c'est pas une plante très adaptée à la sécheresse. Après, si elle est bien placée, comme ici, plutôt exposition nord, avec des sols épais qui récupèrent les eaux. Mais tout ça pour dire que c'est une plante où il y a un puceron, en fait, qui attire les pucerons qui sont juste inféodés à cette plante. C'est-à-dire, ça va attirer des pucerons qui n'iront pas ailleurs, mais qui, eux, vont attirer des ravageurs qui vont non seulement s'occuper de ces pucerons, mais qui s'occuperont de ceux du potager. Et c'est pour ça le sureau fait partie de ces plantes exceptionnelles à avoir autour du potager, parce que ça attire plein de pucerons, mais qui sont inoffensifs pour le potager, mais qui vont attirer les pompiers pour le potager. D'où l'intérêt, voilà. Donc c'est pour ça, mais c'est pas adapté au sec. Alors vous parlez de 6 conseils pour que le jardin soit en capacité d'encaisser les chocs climatiques. Vous parlez de favoriser la redondance. Pouvez-vous nous expliquer ce que c'est ce principe à appliquer et comment l'appliquer dans le jardin? C'est des principes globaux, hein, des principes qu'on va revenir sur toutes les techniques qu'on a mis, hein, d'adapter son jardin nourricier au changement climatique. C'est pas une seule technique, de mettre en place une seule technique. C'est vraiment une démarche holistique, une démarche globale, de mettre en place toutes ces techniques, hein, qui vont permettre de faire en sorte qu'on va créer des microclimats, des climats, où ça va travailler par redondance, justement, où ça va rebondir et où on va permettre de pouvoir cultiver dans des conditions qui vont devenir plus agréables, plus normales pour le potager. Donc si je peux rappeler toutes les techniques que vous pouvez trouver dans le livre, hein. Donc c'est des idées de structuration des sols, hein. Pour moi c'est vraiment la première technique, hein, pour capter l'eau des sols et pour faire en sorte que ces sols deviennent des véritables éponges, hein, comme disait Olivier.
Après, tous ces systèmes de paillage, très important le paillage, c'est paillage systématique, d'éviter la pasteurisation des sols, que le soleil tape trop fort sur le sol, des microclimats, des ambiances, des ombrières, des haies, des arbres, maximiser la biodiversité, travailler aussi sur le choix des essences, ça c'est important, sur la temporalité du jardin, le calendrier de jardin, on va plus faire le même jardin. Il y a même des jardiniers qui abandonnent complètement le jardin d'été pour faire des jardins d'hiver, des jardins d'automne, des jardins de printemps. Et ça va bien aussi. On peut cultiver beaucoup de choses aussi en hiver, à l'automne et au printemps. Et on arrête vraiment de s'angoisser l'été. Voilà. Et ça peut être aussi une technique. Mais voilà, c'est question de redondance, c'est vraiment cette démarche globale de mettre en place toutes ces techniques dans son jardin. Vous citez aussi Stéphane Durand dans l'ouvrage, qui est biologiste, ornithologue et directeur de la collection Monde Sauvage, que nous avons eu la chance d'accueillir aussi à la librairie. Il dit « Quels espaces de liberté sommes-nous prêts à laisser à la nature ?» Qu'est-ce que cela modifie de la perception du vivant qui nous entoure, de souligner ce principe-là aussi? Alors à l'un et à l'autre. Je laisse la parole. Stéphane Durand dit « Quels espaces de liberté sommes-nous prêts à laisser à la nature ?» C'est effectivement une interrogation que l'on peut se laisser, parce qu'on peut se laisser envahir par du sauvage. L'idée, c'est de la partager. C'est de l'inviter au maximum, justement. En tout cas, par exemple, chez nous, c'est exactement ce qu'on fait. C'est vraiment vivre au milieu. Moi, je suis content quand il y a un lézard osserie qui passe devant la porte de la maison. Tous les soirs, je regarde 2 crapauds. On les a baptisés Bernard et j'ai oublié l'autre nom, mais ces 2 crapauds. Tous les soirs, ils passent. D'avoir un maximum. C'est inviter la nature, sachant que tous ces petits acteurs vont avoir leur rôle. On a une mare aussi juste devant la maison. Toutes les libellules, tout ça va avoir leur fonction. En fait, moi, je trouve qu'il faut. En fait, c'est pas eux qui sont chez nous, c'est nous qui sommes chez eux. En fait, on s'incruste un petit peu dans le milieu naturel quand même. Il faut avoir ça en tête. Donc, c'est bien qu'on partage. Et je pense qu'on peut cohabiter pleinement. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Et nous, on s'éclate à vivre comme ça. Et permettre de laisser la nature s'envahir, mais aussi l'organiser pour que l'on puisse faire pousser ce dont on a besoin. Voilà, on peut l'organiser tout en faisant pousser. Et la guider, la canaliser, lui donner plein d'espace pour elle. Et c'est ça qui est magique, c'est qu'on peut être comme une sorte de chef d'orchestre et de l'aider justement. Moi, je trouve que c'est chouette. Voilà. Vous dites aussi que pour bien faire pousser, il faut commencer par se planter. C'était assez drôle comme phrase. Comment accepter l'erreur dans un monde où seule la réussite est valorisée? Comment bien se planter pour adapter son jardin? L'agroécologie, c'est aussi des méthodes alternatives où on va déconstruire les choses, où on va changer de paradigme. Du coup, que ce soit au niveau de l'éducation des enfants ou on va essayer de déconstruire. Au jardin, c'est pareil. Déconstruisons les choses. Et vraiment, c'est pas interdit de se planter, au contraire, ça c'est très instructif, c'est très pédagogique de se planter. Et si un jour, on met nos pommes de terre en juin, on aura compris l'année d'après qu'on les remettra pas en juin, quoi. Donc, plantons-nous, c'est important. Et plantons. Vous parlez de faire surtout les semis. Quel est l'intérêt au niveau des semis, forcément, il y a moins de stress pour la plante. Quand une plante, elle arrive à pousser depuis une graine, depuis un semis, surtout pour les arbres, elle a le temps de bien faire sa racine, de bien s'installer. Elle prend le temps de s'installer. Et forcément, dès que vous faites un repiquage, une plante qui a été en pot, qui a été en pépinière, il y a un gros stress qui se crée. Et forcément, ce stress, si ça arrive pendant des périodes de canicule, pendant des périodes d'extrême chaleur, c'est compliqué pour la plante. Et bien un arbre, c'est pareil. Souvent, on conseille des fois de partir de la graine pour que que les plantes, les vivaces, tout ça, aient le temps de s'installer, de refaire le racine pivot doucement, tranquillement, de s'inspirer encore une fois de la nature la nature, elle va toujours doucement, elle va toujours tranquillement. C'est nous qui vivons dans un monde devenu complètement fou, où on prend plus le temps de rien. Encore une fois, s'inspirer de la nature pour aussi ralentir. La collection Je passe à l'acte propose des recueils de cet ordre-là. Comment vous êtes amené à y participer? Alors on a la chance à l'association d'avoir eu notre présidente Françoise Vernet pendant 12 ans, qui est partie il y a 2 ans, qui est partie cette année, qui travaille à l'édition Actes Sud.
Et c'est vrai que, comme je disais au début, en 2022, quand on a vu cette année cataclysmique de ces 35 jours de canicule, eh bien, elle nous a proposé de faire un retour d'expérience de jardinier pour des jardiniers, donc de passer sur un petit ouvrage qui est facilement accessible, qui se lit assez vite, avec des dessins qui sont facilement très pédagogiques, qui sont faciles, ce livre est facile à lire, et faire aussi un livre qui est accessible à tous, hein, aux débutants, mais enrichi de petits encarts un peu plus techniques, comme l'a fait Olivier sur le jardin sec, merci May, sur l'arbre, l'agro-hydrologie, très important, et sur les plantes bioindicattrices. Voilà, il y a plein d'encarts qui viennent compléter, documenter un peu le livre. Et c'est comme ça, voilà, en 2022, qu'on nous a dit Frédéric, est-ce que tu veux écrire un livre? J'ai dit, moi, j'ai jamais écrit de livre. Moi, je suis jardinier, hein, je suis pas écrivain, hein, je suis jardinier, je suis un simple jardinier. On va t'aider, Frédéric, mais est-ce que tu peux faire ton retour d'expérience de jardinier pour le plus grand nombre? Et j'ai dit oui. Eh bien, Frédéric Fortin et Olivier Hébrard, merci pour vos réponses. Merci. Et si vous souhaitez adapter votre jardin nourricier au changement climatique, il faut simplement passer à l'acte. C'est aussi le titre de votre ouvrage et celui de la collection d'Actes Sud. Je remercie aussi Françoise Vernier qui, grâce à elle, nous avons des rencontres régulières autour de cette collection Nature, Environnement et Société. Merci aussi à Radio Lodève pour l'enregistrement et la diffusion de cette rencontre et tout particulièrement à Anne pour la technique. Merci à Nathan pour les prises de vue, le montage et la mise en ligne des rencontres de la librairie que vous pouvez retrouver sur notre site un.attrait.fr. Et n'hésitez pas à vous inscrire sur notre newsletter pour être informé des prochaines rencontres à la librairie. Merci et à bientôt. Merci. Merci.